Elle a sculpté ses discours comme un joaillier taille un diamant brut extrait des profondeurs de la terre, mot après mot avec une précision chirurgicale qui élimine les impuretés, silence après silence pour laisser résonner l'écho des non-dits qui pèsent plus lourd que les phrases elles-mêmes. Elle a traversé le désert libyen sous un soleil de plomb qui fait fondre les illusions et brûle la peau jusqu'à l'os. Marchant sur des dunes infinies où chaque pas soulève un nuage de sable ocre qui colle aux lèvres et irrite les yeux, pour ramener 5 infirmières bulgares et un médecin palestinien condamné à mort par un régime imprévisible et capricieux dont les décisions oscillent comme un pendule entre clémence feinte et cruauté absolue, des femmes épuisées par des années de cachot humide dans les geôles de Benghazi, leurs visages marqués par la peur et l'espoir mêlés, et puis, 5 mois seulement après la victoire électorale la plus éclatante de la VE République qui a vu des foules en liesse envahir la place de la Concorde sous une pluie de confettis tricolores et des cris de « Nicolas ! Nicolas !» qui résonne encore dans les mémoires collectives. Elle a fermé la porte blindée de l'Élysée avec un claquement sec qui symbolise la fin d'une ère, 3 valises en cuir souple italienne contenant l'essentiel de ses affaires personnelles triées avec une minutie presque rituelle, un billet d'avion pour New York glissé dans une pochette en cuir gravée à ses initiales, 18 ans de silence absolu qui suivent comme un vœu monacal imposé à elle-même. Pas une interview accordée même aux journalistes les plus insistants qui campent devant son immeuble new-yorkais, pas une photo volée par les paparazzi malgré leurs téléobjectifs braqués sur les fenêtres de son appartement de l'Upper East Side, juste des rumeurs qui s'éteignent comme des braises mourantes dans les salons parisiens aux lustres en cristal et aux tapis persans, chuchotées entre 2 verres de champagne lors de dîners mondains où l'on dissèque les vies des puissants. À 67 ans elle parle enfin avec une voix posée et mesurée qui tranche avec les hurlements médiatiques habituels, pas pour venger les humiliations passées accumulées comme des cicatrices invisibles sur son âme, pour exister en tant que sujet autonome et pensant et non plus objet décoratif ou accessoire politique, pour que son nom ne soit plus une simple note de bas de page en italique dans la légende Sarkozy qui domine les manuels d'histoire et les biographies hagiographiques, pour que l'histoire se souvienne qu'elle n'était pas seulement l'ombre fidèle et discrète d'un homme ambitieux qui gravissait les marches du pouvoir avec une énergie frénétique, mais la lumière vive et indispensable qui l'a porté jusqu'au sommet en illuminant ses idées les plus folles et en adoucissant ses angles trop tranchants, avant de choisir sa propre voie avec une détermination froide qui défie les conventions et les regards accusateurs de la société française. Neuilly, 11 août 1984, la mairie exhale l'odeur entêtante de la cire fraîche appliquée avec soin sur les parquets anciens par des employés municipaux en blouse grise, et des lys blancs fraîchement coupés dans des vases en cristal de baccarat posés avec symétrie sur les tables en acajou verni qui reflètent les lumières tamisées des lustres, Jacques Martin en costume crème impeccablement repassé par une gouvernante dévouée. Sourire de présentateur télévisé rodé par des années de direct de Vendée. Millions de téléspectateurs qui rient à ses blagues légères et familiales, attend sa fiancée sur le perron en pierre de taille taillée avec précision par des artisans du 19e siècle, Cécilia descend de la Peugeot 504 familiale au siège en cuir usé par les trajets quotidiens, en robe ivoire fluide signée d'un couturier discret qui a cousu chaque point avec une discrétion absolue pour éviter les fuites dans la presse people. Chignon souple maintenu par une barrette en nacre irisée qui capte la lumière du soleil doux comme un bijou vivant, regard droit comme une flèche forgée dans l'acier qui transperce déjà l'avenir avec une intuition presque prophétique des tournants à venir, le maire Nicolas Sarkozy, 29 ans à peine, costume anthracite un peu trop serré aux épaules à cause de ses séances de jogging matinal dans les allées du bois de Boulogne où il court pour évacuer le stress accumulé. Voix déjà tranchante comme un rasoir neuf qui coupe court aux hésitations et aux discours lénifiant des adversaires politiques, lit les articles du Code civil avec une assurance théâtrale qui fait taire l'assistance composée d'une trentaine d'invités triés sur le volet parmi l'élite neuillyenne et les amis de la télévision, quand elle prononce le « oui » fatidique avec une voix claire qui résonne dans la salle des mariages aux murs lambrissés, leurs yeux se croisent une demi-seconde seulement. Une demi-seconde chargée d'électricité statique qui contient déjà toute la suite des événements comme un film condensé en un instant fugace. Assez pour que l'histoire bascule irrémédiablement sur un axe invisible, assez pour que le destin se mette en marche sur des rails invisibles forgés dans les ateliers secrets du hasard et de l'ambition. Il appelle le lendemain sous prétexte d'un « conseil juridique urgent » inventé pour masquer son trouble naissant, puis le surlendemain pour un café rapide entre amis, dans un bistrot anonyme du quartier. Elle rit d'abord poliment comme on rit à une blague un peu lourde et déplacée lors d'un dîner formel. Jacques Martin ne rit plus du tout, son visage se ferme comme un rideau de théâtre à la fin d'un acte, il sent l'odeur du danger avant même de comprendre ce qui se passe réellement dans le cœur de sa femme qui bat désormais à un rythme accéléré par une passion interdite.
1985, les appels deviennent quotidiens à heure fixe comme un rituel secret qui structure les journées de Cécilia entre les répétitions télévisées et les courses pour les enfants. Les fleurs arrivent sans carte dans un vase en cristal taillé livré par un coursier discret en scooter qui disparaît avant qu'on puisse lui poser des questions, des roses rouges aux pétales veloutés qui emplissent l'appartement d'un parfum entêtant. Les lettres manuscrites glissées sous la porte de l'appartement. Haussmannien du boulevard Malherbe avec ses moulures au plafond et ses cheminées en marbre, rédigé d'une écriture nerveuse et pressée, tu es la seule qui voit clair dans mes idées les plus folles, celles que même mes collaborateurs les plus proches rejettent avec un haussement d'épaule. Cécilia hésite entre la stabilité chaleureuse de Jacques avec ses blagues de plateau qui font rire les familles françaises devant le petit écran et ses horaires de star imprévisibles mais prévisibles. Dans leur chaos organisé, et le feu dévorant de Nicolas avec ses projets de conquête politique qui s'étendent comme une carte impériale sur le bureau de la mairie. Elle aime la lumière douce des projecteurs de télévision qui flattent l'ego de son mari en le plaçant au centre de l'attention nationale. Mais elle brûle pour l'ambition sans limite du jeune maire qui parle déjà de l'Élysée comme d'une étape évidente dans un discours enflammé lors d'un conseil municipal. Les dîners politiques se multiplient dans des brasseries discrètes du 92 au Napa. Carreau et aux serveurs complices qui détournent le regard. Les regards se prolongent au-delà du raisonnable comme des fils tendus entre deux pôles magnétiques. Les mains se frôlent sous la table en lin blanc amidonné avec une intention qui fait monter la température de la pièce. Jacques Martin commence à poser des questions directes lors des dîners familiaux autour d'une table en chêne où les enfants mangent en silence. Cécilia élude avec des sourires forcés qui masquent une excitation intérieure qu'elle n'avait pas ressentie depuis des lustres. Elle se sent vivante pour la première fois depuis des années comme si un courant électrique parcourait son corps endormi. Elle se sent comprise dans ses aspirations profondes qui vont au-delà du rôle de mère et d'épouse modèle. Elle se sent désirée au-delà de son rôle de mère et d'épouse de star télévisuelle avec une intensité qui la fait rougir dans l'intimité de sa chambre. 1988, elle claque la porte de l'appartement conjugal avec un bruit sec qui résonne dans l'escalier haussmannien comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. 2 valises en cuir italien tanné à la main contenant les vêtements pliés avec soin et les photos de famille glissées entre les pulls. Ses filles endormies sur la banquette arrière de la Renault 21 au siège en tissu rayé. Enveloppé dans des couvertures pour ne pas attraper froid dans la nuit parisienne, Jacques reste seul devant l'école des fans en rediffusion sur la chaîne nationale avec ses chansons enfantines et ses rires forcés, les larmes aux yeux devant les enfants qui chantent faux avec une innocence qui contraste avec sa propre douleur adulte. Les journaux hurlent en une avec des titres racoleurs en lettres grasses. Le maire de Neuilly vole la femme de l'animateur star dans un scandale digne d'un vaudeville du 19e siècle revisité par les tabloïds modernes. Sarkozy encore marié à Marie-Dominique qui élève leurs 2 garçons dans une maison de campagne normande au volet vert et au pommier centenaire, ouvre la porte de l'appartement de fonction rue de la Pompe avec un trousseau de clés tremblant légèrement dans sa main moite d'excitation et d'appréhension. Les enfants naviguent entre 2 maisons comme des navettes spatiales dans un ballet compliqué orchestré par des avocats et des juges aux robes noires. Les avocats négocient les termes des divorces dans des bureaux feutrés de l'avenue Montaigne aux tapis épais et aux bibliothèques remplies de codes juridiques poussiéreux. L'amour lui ne négocie pas, il s'installe bruyamment avec des disputes passionnées et des réconciliations torrides. Il s'impose avec la force d'un ouragan qui déracine les arbres centenaires sans demander la permission. Il dévore tout sur son passage comme un feu de forêt qui laisse derrière lui des cendres fumantes. Cécilia découvre la vie d'une femme de politique en devenir avec ses agendas surchargés. Ses sourires de façade, les meetings dans des salles des fêtes surchauffées aux chaises en plastique et aux odeurs de café froid, les meetings tardifs dans des chambres d'hôtel anonymes aux moquettes usées et aux néons clignotants, les meetings secrets dans des parkings souterrains aux piliers en béton tagué, les meetings passionnés qui laissent des traces sur les draps froissés et des bleus sur la peau comme des souvenirs tangibles d'une passion dévorante. 23 octobre 1996, 18h30 précise, mairie de Neuilly au couloir fraîchement repeint en blanc cassé et aux portraits d'anciens maires accrochés au mur, pas de foule agglutinée derrière les grilles en fer forgé qui protègent l'intimité comme un rempart médiéval, pas de photographes officiels autorisés dans la salle des mariages aux boiseries sombres et aux sièges en velours rouge. Bernard Arnault et Martin Bouygues signent comme témoins sur le registre en cuir relié avec des dorures discrète qui brille sous la lumière des appliques murales. Cécilia en tailleur beige cintré acheté chez Chanel rue Cambon avec des boutons en perles et une jupe crayon qui épouse ses formes avec élégance. Sarkozy en costume sombre impeccablement coupé par son tailleur attitré qui a pris ses mesures avec une précision millimétrique. Un baiser rapide sur les lèvres sous les flashs des appareils interdits qui crépitent malgré les interdictions comme des éclairs dans une nuit orageuse. 6 mois
Plus tard, Louis naît dans une clinique privée des Hauts-de-Seine avec vue sur la Seine aux eaux calmes et aux péniches qui passent lentement, dans une chambre aux murs pastel et aux moniteurs qui bipent régulièrement. Le couple est officiel enfin après des années de clandestinité qui ont laissé des traces indélébiles dans leur mémoire. Les magazines People publient des photos volées lors des sorties au parc de Bagatelle avec ses allées ombragées et ses bancs en fer forgé. La rumeur persiste. Dans les salons parisiens huppés au canapé en soie et aux serveurs en smoking, ils ont bâti leur bonheur sur des ruines encore fumantes des mariages précédents. Mais ils s'en moquent royalement avec un haussement d'épaules synchronisé. Ils ont leur famille recomposée avec 5 enfants au total qui se chamaillent autour de la table du dîner comme une tribu bruyante et joyeuse. Leurs ambitions communes qui se dessinent comme une carte au trésor avec des X marquant les étapes vers le pouvoir. Suprême, leur amour enfin légitime après des années de clandestinité qui ont aiguisé leur désir comme une lame affûtée. 2002, ministère de l'Intérieur place Beauvau aux façades haussmanniennes et aux grilles dorées gardées par des policiers en uniforme. Cécilia n'a pas de badge officiel avec photo plastifiée qui ouvre les portes automatiques. Elle a un bureau au fond du couloir avec vue sur la cour intérieure pavée de pierres irrégulières et plantée de platanes centenaires. Elle lit les discours avant tout le monde dès 6 heures du matin quand le bâtiment est encore endormi et que les couloirs sentent le café. Fraîchement moulue, elle corrige les fautes de style avec un stylo rouge qui trace des traits nets sur les feuillets imprimés en double interligne. Elle adoucit les angles trop vifs qui pourraient choquer l'opinion publique versatile et prompte à la critique. Trop agressif Nicolas sur l'insécurité qui touche les banlieues et les quartiers populaires. Trop long pour les journaux télévisés de 20 heures qui exigent des phrases courtes et percutantes. Parle-leur comme à des amis pas comme à des ennemis jurés qui méritent la potence. Il écoute toujours avec attention en sirotant un espresso dans une tasse en porcelaine fine. Il fait relire 3 fois chaque version avec des annotations marginales en bleu. Il accepte les coupes franches qui allègent le texte comme un sculpteur retire la pierre superflue. Il garde les formules qu'elle a ciselées comme des joyaux rares et précieux qui brillent sous les projecteurs. Elle choisit les cravates en fonction des couleurs dominantes du décor télévisé pour éviter les contrastes criards. Les chemises blanches impeccables repassées par une lingère discrète. Les silences entre les phrases pour laisser respirer l'audience et créer du suspense. Elle reçoit les préfets en son absence dans le bureau ministériel aux meubles Louis XVI et au tapis d'Orient. Elle négocie avec les syndicats de police quand il est en déplacement en province dans des préfectures aux salles lambrissées. Un collaborateur confie dans un livre de mémoire publié 10 ans plus tard avec une couverture rigide et des photos d'archives. Sans elle, il aurait explosé en vol dès 2005 lors des émeutes en banlieue qui ont embrasé les cités avec des voitures brûlées et des cocktails Molotov. 2007, Libye, Kadhafi au visage ridé et aux tenues excentriques retient 5 infirmières bulgares et un médecin palestinien accusé d'avoir contaminé intentionnellement des enfants avec le virus du VIH dans un hôpital de Benghazi aux murs écaillés et aux équipements vétustes. Sarkozy fraîchement élu envoie Cécilia seule à Tripoli avec un mandat officieux glissé dans une enveloppe scellée. 3 jours dans un palace surveillé par les services secrets libyens avec des gardes armés à chaque porte. Et des caméras dans les couloirs, thé à la menthe servi dans des verres en argent ciselés avec des motifs arabesques intricats, négociations tendues dans des salons aux rideaux épais brodés de fil d'or qui étouffent les sons et les cris. Elle obtient la libération contre des promesses d'investissement français dans les infrastructures pétrolières au puits qui crachent du feu jour et nuit. Elle revient avec les 5 femmes épuisées mais vivantes au visage émacié et aux yeux hagards dans un avion médicalisé affrété par l'État français avec des infirmiers à bord et des brancards adaptés. Sarkozy triomphe à la télévision nationale en direct du tarmac de Villacoublay sous les projecteurs aveuglants et les applaudissements des officiels. Elle reste dans l'ombre du salon de l'Élysée avec un simple sourire de satisfaction qui illumine son visage fatigué. Personne ne la remercie publiquement lors de la conférence de presse aux micros multiples et aux questions fusant. Elle sourit quand même intérieurement avec une fierté muette. Elle sait ce qu'elle a accompli au prix de nuits blanches passées à relire des dossiers confidentiels et de tensions extrêmes qui nous l'estomac comme un étau. 6 mai 2007, victoire électorale, place de la Concorde noire de monde avec des drapeaux tricolores qui flottent au vent et des chants qui montent dans la nuit parisienne. Il hurle « Merci la France » sous une pluie de confettis bleu-blanc-rouge qui colle aux vêtements mouillés par une averse passagère. Elle sourit en robe rouge cintrée signée Dior avec des escarpins assortis, mais ses yeux sont vides comme des puits sans fond dans le désert libyen où elle a marché sous un soleil impitoyable. Les semaines suivantes sont un cauchemar protocolaire interminable avec des agendas imprimés sur papier glacé, planning minute par minute dicté par le service du protocole avec des codes couleurs pour chaque événement officiel et des rappels par SMS, dîner avec des ambassadeurs qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam dans la salle des fêtes de l'Élysée au lustre en cristal et aux tables dressées avec argenterie, photos officielles où elle doit
Avoir l'air heureuse, pendant que son esprit vagabonde vers Central Park aux allées bordées d'arbres et aux joggeurs anonymes. Août 2007. Visite à George W. Bush à Kennebunkport dans le Maine avec ses villas en bois et ses océans agités. Elle n'y va pas sous prétexte d'une angine diplomatique inventée par le service communication avec un communiqué laconique. La presse ricane dans les colonnes People avec des caricatures assassines qui la dépeignent en femme capricieuse. 14 juillet. Défilé militaire sur les Champs-Élysées au pavé luisant. Et au tank qui gronde, elle n'est pas au balcon présidentiel aux côtés de son mari, on la voit à Central Park avec un café Starbucks à la main dans un gobelet en carton, lunettes noires et casquette de baseball enfoncée jusqu'aux yeux pour masquer son identité aux passants curieux. Septembre, chambre séparée dans l'aile ouest de l'Élysée avec des portes communicantes fermées à double tour par des clés en laiton qui grincent légèrement, les huissiers chuchotent dans les couloirs lambrissés d'acajou à propos des disputes nocturnes qui filtrent à travers les murs épais avec des éclats de voix et des portes qui claquent. Louis X en demande innocemment « Pourquoi papa crie tout le temps sur les ministres lors des conseils ?» avec une curiosité enfantine qui brise le cœur. Cécilia passe des heures au téléphone avec ses filles restées à Paris dans l'appartement familial aux rideaux en velours et aux photos encadrées. Elle se sent prisonnière d'un palais de miroirs qui renvoie une image qu'elle ne reconnaît plus avec ses dorures excessives et ses tapis persans. Elle étouffe sous le poids des dorures et des obligations sociales qui s'enchaînent comme des chaînes invisibles. Elle n'a plus de bureau officiel avec ses dossiers empilés. Plus de rôle politique actif dans les coulisses du pouvoir, plus de voix dans les décisions stratégiques prises autour de tables en acajou. Elle n'est plus que la femme qui sourit sur les photos protocolaires avec des chefs d'État étrangers aux costumes impeccables et aux poignées de main fermes. Octobre 2007, elle fait ses valises en cachette pendant que Sarkozy est en déplacement à Lisbonne pour un sommet européen aux salles de conférences climatisées, 3 sacs en cuir souple contenant l'essentiel de sa vie triée avec une efficacité froide, vêtements pliés avec précision et bijoux rangés dans des pochettes en soie, un mot posé sur la table de nuit en marbre de Carrare avec une écriture ferme, « Je ne peux plus jouer ce rôle qui n'est pas le mien », qui m'étouffe comme un corset trop serré. Elle prend un taxi pour l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle sans prévenir personne avec un chauffeur qui ne pose pas de questions. Elle atterrit à JFK avec un simple bagage à main et un cœur lourd comme du plomb chargé de regrets et de soulagement mêlés. L'Élysée annonce la séparation d'un commun accord dans un communiqué laconique lu par le porte-parole avec une voix monocorde. Sarkozy pose seul pour la photo officielle de fin d'année dans le salon doré au miroir multipliquant. Il sourit mais ses mains tremblent légèrement sur le dossier du fauteuil Louis XV sculpté à la main. La France entière commente l'événement comme un feuilleton national avec des débats télévisés à n'en plus finir animés par des experts en psychanalyse et en politique. Mars 2008, Rockefeller Center à Manhattan au gratte-ciel qui perce le ciel et aux fontaines qui jaillissent, Cécilia épouse Richard Attias dans l'intimité la plus totale avec une liste d'invités limitée à 50 personnes triées parmi les amis les plus proches et les familles discrètes, pas de presse autorisée dans le périmètre gardé par des agents en costume sombre. Téléphone confisqué à l'entrée par un service de sécurité discret avec des détecteurs de métaux, robe dorée sur mesure. Avec décolleté carré et corsage plissé signé d'un créateur new-yorkais qui a pris ses mesures dans un atelier de Midtown, elle rit vraiment pour la première fois depuis des années devant ses amis proches avec un rire franc qui illumine la salle. New York devient son refuge absolu avec ses rues bruyantes et ses taxis jaunes, son oxygène quotidien inhalé dans les parcs verdoyants, sa renaissance complète comme un phénix qui renaît de ses cendres politiques. Elle lance sa fondation pour les femmes avec des bureaux dans Midtown aux open spaces modernes et aux écrans géants. Elle visite des refuges au Kenya sous escorte armée avec des jeeps cahotantes sur des pistes poussiéreuses. Elle aide des anciennes détenues à Long Island à retrouver un travail avec des ateliers de formation et des CV relookés. Elle organise des conférences à Dubaï sur l'autonomisation féminine dans des hôtels 5 étoiles aux piscines infinies. Elle n'a plus besoin d'être la femme de quelqu'un pour exister avec une légitimité propre et une voix qui porte au-delà des frontières. Octobre 2025, Sarkozy condamné pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes avec des enregistrements qui révèlent des conversations compromettantes. Prison ferme avec bracelet électronique à domicile dans sa maison de Corsica au volet bleu. Cécilia depuis son appartement de l'Upper East Side avec vue sur Central Park aux feuilles automnales qui tombent en tourbillon. Publie un message sur Instagram avec une photo en noir et blanc prise lors d'un voyage passé, demain. Homme avec qui j'ai partagé 25 ans de ma vie sera privé de liberté, je suis dévasté par cette nouvelle qui frappe comme un coup de massue. Il a servi la France avec passion même si ses méthodes étaient parfois contestables et borderline. Il mérite la justice, pas l'humiliation publique qui transforme un homme en caricature. Le monde s'arrête une seconde devant cette prise de parole inattendue qui brise 18 ans de silence médiatique.
Elle n'a pas parlé publiquement depuis 2007 et elle parle pour lui avec une dignité qui force le respect de tous les camps politiques, pas par amour résiduel forcément qui s'est éteint comme une bougie consumée, par humanité élémentaire qui transcende les rancunes, par mémoire d'un fils commun qui porte leur nom et grandit avec 2 héritages, par respect pour l'homme derrière le masque politique usé par les années de pouvoir et de controverse. Aujourd'hui, elle vit à New York dans un appartement lumineux du Upper East Side aux baies vitrées donnant sur les toits de Manhattan et les lumières nocturnes, entourée de ses filles Judith et Jeanne-Marie qui ont fait leur vie entre Paris et Manhattan avec des carrières dans la mode et la finance, de Louis désormais conseiller municipal à Neuilly comme son père avant lui avec des réunions dans la même mairie au lys blanc. De ses petits-enfants qui courent dans Central Park en criant en français et en anglais avec des accents mêlés et des rires joyeux, elle conseille dans l'ombre des ONG internationales sur les questions de droits des femmes avec des rapports confidentiels et des stratégies globales, elle influence sans titre officiel lors de dîners discrets avec des philanthropes aux tables rondes et aux 20 millésimés, elle est enfin Cécilia tout court sans étiquette ni suffixe, pas l'ex-femme de avec ses valises de souvenirs, pas la première dame déchue reléguée au Archives nationales, juste elle-même dans toute sa complexité avec ses forces et ses failles assumées, la femme qui a dit non au Palais Doré pour dire oui à sa vie authentique loin des dorures et des protocoles, la femme qui a préféré la liberté à la gloire factice qui brille mais ne réchauffe pas, la femme qui a survécu à l'histoire mouvementée pour l'écrire enfin à sa manière avec ses propres mots ciselés comme des diamants dans un livre qui reste à venir.